L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission L'Index, nous poursuivons notre série de rencontres avec des gens bien impliqués au sein de la communauté maghrébine. Et ce soir, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir M. Mohamed Mimoun, qui est membre du Forum Jeunesse Saint-Michel. Il va nous parler bien sûr de toutes les problématiques qui ont relation avec la jeunesse dans le quartier Saint-Michel et au-delà, bien évidemment. Nous allons notamment parler des gangs de rue, de radicalisation. Mais avant tout cela, souhaitons d'abord la bienvenue à notre invité. C'est Mohamed, bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et donc, on va d'abord commencer par présenter votre organisme. Donc, en quelques mots, peut-être, il s'agit de quoi exactement? Alors, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, c'est un organisme à but non lucratif à Saint-Michel. Il a été créé en 2004 par un jeune qui s'appelle Dauphin, qui a trouvé que les jeunes n'ont pas beaucoup de place dans les activités et dans la prise de décision. Et à l'aide de la ville et de BSMS, le forum a été créé. Moi, je suis arrivé au forum en 2012. Et son rôle, c'est vraiment encourager les jeunes à la participation citoyenne, à travers le bénévolat quand ils sont jeunes, et à travers des ateliers et des rencontres, par la prise de parole et par le développement de tout ce qui est sensibilité à prendre une place justement dans la société et dans les activités du quartier. Très bien. Est-ce qu'on peut déjà définir d'abord qu'est-ce qu'on entend par jeune? Parce que ici au Québec, par jeunes, des fois on parle même des gens qui sont préadolescents. Et alors que dans les pays maghrébins, la jeunesse, ça peut aller jusqu'à 40 ans. On parle de jeunes, mais on parle de qui exactement? D'accord. Nous, au Forum Jeunesse, on a deux programmes. On a un programme qui s'adresse aux jeunes qui ont entre 12 ans et 18 ans, par un projet qui s'appelle le passeport bénévole vers l'emploi. Ça, c'est la porte qu'on a trouvée justement pour impliquer les jeunes. Et le deuxième volet, le deuxième projet, c'est un projet qui s'adresse aux jeunes qui ont plus de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, parce que leur problématique est complètement différente. Et ça s'adresse à des jeunes qui veulent avoir un lieu communautaire pour justement se rencontrer et pour avoir une implication culturelle et citoyenne. Donc, on va dire que les jeunes qui nous concernent sont des jeunes qui ont entre 12 ans et 30 ans. Très bien. Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comme vous le savez, dans le quartier Saint-Michel, durant les vacances des fêtes, de fin d'année et de Noël, on a assisté à un regain de violence spectaculaire. 2 jeunes ont été assassinés. Les médias en ont largement parlé. On a bien sûr souligné au feutre rouge le fait que cette violence-là est due à l'activité un peu des gangs de rue, qui est en réalité incontournable dans les quartiers depuis fort longtemps d'ailleurs. Et quand on prend un peu ce que vous faites comme organisme, on se dit, est-ce que ce ne sont pas un groupe de rêveurs, là je parle de vous, face à une réalité hideuse et extrêmement violente, qui ne respecte aucunement ce que vous êtes en train de faire? Nous, on pense qu'on travaille sur la moitié vide d'un verre. Je dis toujours que on n'est pas, par exemple, les premiers à travailler avec des jeunes qui sont impliqués dans les gangs de rue, mais ce qu'on est en train de faire, ça va éviter à des jeunes de penser que les gangs de rue, c'est une façon d'avoir un certain pouvoir ou c'est la seule façon de réussir. Notre travail, c'est vraiment de travailler sur un jeune qui peut réussir autrement. Et c'est par ce parallèle que notre travail se fait. Oui, le gang de rue, c'est une réalité à Saint-Michel, mais il a beaucoup reculé. C'est vrai, récemment, il y avait
il y avait un nouveau phénomène justement, c'est un règlement de compte, d'après ce que j'ai compris, entre des individus. Hier, on avait une visite dans un poste de police à Saint-Michel avec des jeunes, et dans les discussions, les policiers ont expliqué qu'ils mènent des enquêtes discrètes, mais ils ne réagissent pas de la même façon comme les autres années. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas punir justement tous les jeunes avec des enquêtes, avec plutôt des réactions spectaculaires, parce qu'ils veulent toujours avoir cette relation de paix avec justement la communauté. Donc ce sont des enquêtes qui se font discrètement, mais on ne peut pas dire qu'on est dans le même niveau de violence qu'on avait avec les gangs de rue il y a 10 ans, par exemple. Très bien. Vous dites que la violence un peu a reculé, même si on a assisté dernièrement dans cet épisode un peu anormal, ou je dirais un peu exceptionnel, puisque tout le monde a souligné justement ce recul de la violence. Mais en même temps, d'autres observateurs nous disent que les membres des gangs de rue aujourd'hui sont encore beaucoup plus violents, un peu des irréductibles, et ils sont prêts pratiquement à tout. Certains les décrivent même comme des guerriers qui ont un seul but, celui de vivre riche ou de mourir comme ça, comme on l'a vu malheureusement pour ces deux jeunes-là. Quand on voit cette description-là, et puis on voit un peu la description de ce que vous faites, il me semble qu'il y a quand même un déséquilibre entre les deux discours. Et est-ce que le discours que vous défendez, est-ce qu'il porte vraiment auprès des jeunes? Ah oui, c'est sûr qu'il porte ses fruits, parce que la violence en général, quand la parole recule, la violence prend place. Donc nous, souvent, on travaille avec une logique qui implique les jeunes dans des activités où on va l'occuper justement à développer une estime de soi, et en même temps à développer un projet de vie et de réussite. Donc dans notre logique, on ne veut pas justement laisser la place aux gangs de rue ou à n'importe quelle autre façon d'être violent dans le quartier. Donc moi, mon travail, c'est comment prendre ce jeune-là et lui montrer qu'il y a une autre façon de réussir, et il n'y a pas que le gang de rue pour avoir ce pouvoir-là, ou d'être riche justement. Et lorsque vous vous adressez comme ça à ces jeunes-là, est-ce que le travail se fait seulement au niveau du discours, ou bien il y a d'autres moyens aussi pour convaincre? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas que le discours. Nous, notre travail, justement, c'est l'implication des jeunes, c'est créer cette confiance avec lui, mais ensuite l'aider dans toutes ses démarches à travers les étapes de son âge, pour le référer par exemple à des organismes différents qui s'occupent justement de sa problématique à lui tout seul. Donc nous, on réfère justement des jeunes à d'autres organismes qui peuvent les aider par exemple dans le travail ou dans les stages, ou s'ils ont des problèmes avec leurs parents, ou s'ils ont des problèmes à l'école. Donc c'est ça notre rôle. Notre rôle aussi, c'est de référer les jeunes à d'autres organismes. Mais pour le faire, il faut vraiment attirer les jeunes vers nous, créer un lien de confiance, savoir de quoi il a besoin exactement. Parce qu'en général, le jeune, il ne sait pas exactement de quoi il a besoin. Lui, il vit une situation de difficulté ou de décrochage, ou justement il est attiré par quelque chose. Et notre rôle à nous, c'est de répondre justement à cette situation par des solutions. Et selon vous, qu'est-ce qui pousserait un jeune vivant ici à Montréal, avec tout ce que ça peut offrir comme opportunité, et qui décide comme ça de faire partie d'un gang de rue comme ça, bleu ou rouge, et de préférer comme ça mourir l'arme à la main pas pour une cause, mais juste comme ça. Ça me conduit à vous raconter une anecdote qui est arrivée avec un parent algérien qui m'a justement confié qu'il doute que son jeune enfant fréquente un gang de rue. Et quand il m'a expliqué, il m'a donné les détails, à la fin il me dit, mais je pensais que les gangs de rue c'était juste un phénomène qui s'adresse aux Noirs et non à des Algériens ou des Maghrébins. Ce qui explique aussi que parfois les parents ne comprennent pas du tout pourquoi on peut adhérer à des groupes et parce que c'est le même phénomène. C'est quand un jeune il est dans une situation d'échec, et en plus il a un vide devant lui, et justement on ne surveille pas nos enfants quand ils sont dehors, quand ils traînent dans des parcs.
Et ce qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui va l'approcher, qui va lui donner quelque chose à vendre ou à partager. Et si lui il commence à avoir de l'argent, il a l'argent facile, c'est comme ça qu'on le roule dans la farine. Donc voilà, c'est la même situation qui peut arriver pour d'autres phénomènes. Donc ça veut dire qu'il faut que nous, parents, doivent être vigilants par rapport à ce genre de phénomène. Est-ce que vous travaillez avec les familles aussi Oui, on travaille avec les familles, on travaille avec les écoles surtout, on travaille avec d'autres organismes qui eux aussi travaillent avec des jeunes qui sont dans des difficultés. Est-ce que aujourd'hui au niveau de la communauté, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnalités modèles qui pourraient servir d'exemple à ces jeunes-là? Parce que pour le moment, on est un peu comme on est sur le point strictement démographique. La communauté commence à avoir un point très important, mais en même temps, il n'existe pas de modèle comme ça très rayonnant qui serait un peu attrayant pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on devrait faire justement pour donner des modèles à suivre pour ces jeunes? Moi, je pense qu'il y a des modèles positifs, et là, je parle des modèles des jeunes maghrébins. Il y a beaucoup de jeunes qui réussissent justement, mais peut-être qu'on ne sait pas encore communiquer ce genre de réussite. Par exemple, la personne qui réussit ne pense pas qu'elle a un autre rôle qui peut justement jouer par rapport à la communauté. C'est justement être modèle par rapport à des jeunes. Souvent, justement, dans le forum, on invite justement des personnes qui peuvent être modèles pour les jeunes. La dernière fois, on a invité par exemple un policier qui travaille pour la CN, canadienne nationale, et c'était un jeune de 24 ans d'origine marocaine, et qui lui justement a parlé de son expérience et comment il est arrivé à être policier. Ça a intéressé beaucoup les jeunes pour savoir comment on devient policier, qu'est-ce qu'il faut étudier, et voilà, ce genre de modèles, on essaie toujours de les trouver et de faire des rencontres entre des jeunes qui cherchent justement des modèles positifs et des personnes qui peuvent jouer ce rôle à travers leur expérience personnelle. Et certains diraient que justement, c'est là où réside la différence entre les succès, par exemple, de la communauté juive et les succès de la communauté maghrébine. Pour les juifs, être policier, ça ne serait pas un succès, ça serait un échec même, puisque policier, c'est un simple fonctionnaire. Alors que être médecin, et pas seulement médecin simple, mais un grand médecin, un grand avocat, c'est ça la véritable réussite. Et c'est pour ça que je disais, quels sont les modèles qu'on devrait donner à ces jeunes-là pour les attirer vers ces... Souvent aussi, on travaille, le succès dans la tête peut-être de notre communauté, c'est toujours être médecin ou avocat. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut devenir avocat ou médecin. Et ici, on est dans un pays où vous pouvez avoir un success story, même à travers un métier professionnel ou à travers la création d'une entreprise. Donc souvent, on encourage aussi les jeunes qui arrivent à un certain niveau de scolarité où ils veulent décrocher et de leur montrer que vous pouvez faire des formations, par exemple, professionnelles et même réussir à ouvrir une entreprise et faire du business. Et c'est une autre façon de réussir. Parfois, on arrive avec des modèles où les parents, parfois, qui ont immigré ici, pour eux, j'ai accepté n'importe quel travail pour que mon fils devienne un avocat ou un médecin. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les jeunes qui peuvent devenir justement médecin ou avocat. Il y a d'autres modèles de réussite où l'essentiel, la personne ne se trouve pas sans rien faire, sans diplôme et sans avenir en fait. Très bien, et en plus, je présume que les personnes qui vont devenir médecins et avocats, ils n'ont même pas besoin de passer par vous, ils sont déjà dans les universités. Exactement. Donc ce n'est pas le segment le plus problématique de la communauté. Maintenant, vous avez raconté l'anecdote de ce parent-là un peu désarçonné et désemparé par rapport à l'avenir de son enfant. Est-ce que vous avez vous aussi remarqué qu'il y a de plus en plus de Maghrébins qui adhèrent à ces gangs de rue, c'est-à-dire qui tournent au niveau du crime organisé et tout ça? À travers d'autres intervenants, oui, à travers d'autres intervenants, j'ai réalisé qu'il y a des jeunes justement maghrébins qui peuvent être attirés par ce genre de phénomène, pour les mêmes raisons qui poussent n'importe quel jeune à être attiré par ce genre de regroupement. Je reviens à dire toujours la même chose. Quand vous laissez un jeune tout seul, sans argent et sans préoccupation, il sera vraiment vulnérable pour être attiré par des groupes qui peuvent lui offrir justement de l'argent, du pouvoir.
Donc l'argent et le pouvoir, ça semble être les deux super motivations qui pousseraient ces gens-là. Exactement, et l'appartenance aussi, parce que quand quelqu'un il appartient par exemple à un groupe solide, il va toujours chercher un certain pouvoir, une certaine appartenance. C'est la protection aussi. C'est la protection aussi, donc s'il ne la trouve pas dans tous les jours à travers des amis, à travers un réseau, ben, il va la trouver ailleurs. Très bien. Nous allons parler maintenant d'un autre problème. Avant de soulever ce problème-là, vous avez eu la chance de vivre en Europe aussi, et aujourd'hui vous êtes ici au Canada. Est-ce que les problématiques peuvent être comparables ou non? Est-ce que ce que vivent les jeunes en Europe et ce que vivent les jeunes ici au Canada, c'est à peu près la même chose ou... On parle ici précisément de la communauté maghrébine. D'accord. Moi je peux dire peut-être que la première génération, notre génération, peut-être parfois elle va subir le même sort des premières générations en France. Ça veut dire qu'ils vont se trouver dans une situation de chômage, ils vont se trouver dans une situation justement d'intégration difficile. Mais je ne pense pas que la deuxième, la troisième génération ici ont les mêmes problématiques que les générations en Europe. En Europe, on a des problèmes avec des jeunes qui sont nés en France, leurs parents sont nés en France ou en Europe, mais ils ne se sentent pas vraiment européens, ils ne se sentent pas français, par le biais justement de l'échec qu'ils vivent tous les jours et par le biais de justement le racisme quotidien que justement parfois la société tolère. La marginalisation. Ici, je ne pense pas qu'on est dans la même situation, je ne pense pas que les jeunes ont la même situation, mais on travaille fort pour que justement un jeune soit dans une situation de réussite pour ne pas justement être attiré par le même phénomène que justement un jeune européen peut vivre. Parlons maintenant du dada des médias ces derniers temps, des émissions spécialisées, des interventions pratiquement sur une base quotidienne, où il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés donc experts et ils nous parlent de radicalisation. À tel enseigne, à tel point que la radicalisation est devenue, comme ça poussait dans les arbres, ou un phénomène bien présent ici. La radicalisation au sein de la communauté maghrébine. On ne va pas le nier, il y a des gens qui ont été radicalisés ou qui se sont radicalisés par des moyens différents, etc. Est-ce que ça constitue une problématique traitée par votre organisme? Ce n'est pas une problématique traitée par mon organisme directement, mais quand on nous invite dans des événements, dans des activités qui concernent le sujet, ce qu'on répète toujours, c'est que nous, on pense que c'est pas parce qu'on ne comprend pas le phénomène qu'il faut avoir une peur énorme, justement, que la même situation qui est vécue en Europe soit vécue ici. On n'est pas dans la même situation et pas dans la même ampleur. Mais rien n'empêche que oui, il faut travailler sur la prévention, parce que si on pense que les mêmes raisons, les mêmes causes conduisent au même résultat, ben nous on va travailler sur justement les causes et non sur les résultats. Donc il y a peut-être il y a un organisme, un centre qui a été créé, c'est le centre de radicalisation vers la violence. Peut-être ils vont plutôt travailler sur les personnes qui sont déjà arrivées à un stade avancé de la radicalisation, mais nous, notre travail, c'est travailler sur les jeunes avant d'arriver à ce niveau-là. Et la chose qu'on répète toujours, c'est que comment on peut donner confiance à un jeune qui vit parfois des situations difficiles, non seulement par rapport à un échec scolaire ou un échec professionnel, mais même par rapport à comment justement avoir un équilibre entre des valeurs qui sont chères pour chaque parent et le fonctionnement de la société et son influence dans la société où il vit tous les jours. Moi, je pense que parfois la radicalisation vient aussi de ce phénomène que parfois l'individu se trouve dans une situation où il ne peut pas changer les choses et il est sensibilisé par rapport à tout ce qui est cause, par exemple, chère pour un maghrébin ou un musulman, soit la cause palestinienne ou ce qui arrive en Syrie ou ce qui arrive en Irak. Donc souvent, moi je dis à mes jeunes, parce que c'est une question d'opinion aussi, mais vous vivez dans un pays démocrate où vous pouvez influencer les choses
influencer la décision politique à travers des marches, à travers le vote, à travers voilà. Mais c'est ça, il y a aussi une forme de sensationnalisme au niveau du traitement médiatique de la radicalisation, et on essaie un peu de la couper de tout ce qui est contenu politique, etc. Et on attribue ça uniquement à la religion, ce qui décrédibilise totalement donc, ce discours-là, ce qui le rend un peu impénétrable par rapport aux jeunes, puisqu'ils ne se reconnaissent pas dans ce discours-là, ça banalise aussi la radicalisation. Souvent, quand vous parlez à un imam, l'imam il dit toujours que moi je vois vos enfants, quand ils sont jeunes, ils vous accompagnent à la mosquée, mais à un certain âge, on ne les voit plus, parce qu'un jeune, justement, quand il arrive à l'âge de 15 ans, ben lui, plutôt, il va apprendre la soi-disant religion à travers des écrans. Et le danger qu'on vit actuellement, et que les autres ont compris, c'est que justement, on parle avec les jeunes à travers des écrans. Et à travers des écrans, justement, on est récepteur, mais il n'y a pas beaucoup de retour. Il n'y a pas beaucoup vraiment de balises pour un jeune, justement, pour comprendre qu'on est juste en train de le manipuler. Mais en vrai, c'est pas ça ce qu'il faut faire, justement, comme réponse à travers des situations. Parce que souvent, on joue sur justement la sensibilité des jeunes pour leur dire que, voyez, vos frères en Syrie, vos frères en Palestine sont massacrés, sont là. Et la raison, justement, c'est parce qu'il y a l'Occident qui fait ça. Et toi, comme individu, comme musulman, bah, c'est ton devoir, justement, de défendre ce genre de cause. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous avez surtout constaté de l'inquiétude et de l'anxiété chez les parents par rapport à ce phénomène-là? Bah, moi, je pense... Maintenant, c'est devenu comme un peu bah oui, parce que la phobie absolue pour les parents. Parce que le fait que c'est incompréhensible parfois, parce que ça se passe dans un temps très court. Alors parfois, les parents ne comprennent pas comment justement un enfant peut arriver à rêver d'aller mourir dans un autre pays qu'il ne connaît même pas. Et c'est ça justement qui crée cette peur chez les parents. De l'autre côté, les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans. Et les parents souvent n'arrivent pas à contrôler justement le contenu de ce qui se passe derrière un écran. Alors c'est le fait qu'on ne maîtrise pas les choses que ça donne parfois, et plus les médias, ce qui explique pourquoi les parents ont peur. Justement, Asma Ibn Zahir, l'une de nos invitées qui est passée par là, elle disait que la plus grande mosquée qui radicalise les gens, c'est pas une mosquée qui a pignon sur rue, c'est Google. Exactement, exactement. Et moi, j'ai remarqué que, justement, il y avait comme une réaction, par exemple, des jeunes maghrébins, spécialement par rapport à toute cette histoire de Charlie, pas Charlie. Et c'est là où j'ai réalisé, justement, qu'il y a quand même une problématique et une éducation à faire aux jeunes par rapport à comment on peut, justement, pour ou contre quelque chose, mais sans aller vers l'extrême, vers la violence. J'ai déjà assisté à deux jeunes, justement, qui parlaient violemment, un qui était pour Charlie, l'autre qui était contre Charlie, et j'ai compris que, il y a un travail à faire à travers ça aussi. Parce que on essaie de faire comprendre à un jeune qui a le droit de prendre la parole et de ne pas être d'accord avec tout le monde. Voilà. Mais sauf que quand il y a toujours la parole, la violence recule. Donc on essaie toujours d'expliquer à un jeune, vous pouvez avoir votre opinion, vous pouvez le développer, vous pouvez le partager, vous pouvez le dire, mais toujours d'une façon civilisée et partagée. Est-ce que c'est face justement à ce phénomène de radicalisation, on voit les jeunes, comme vous l'avez dit, qui rêvent de mourir en martyrs dans les quatre coins du monde, là où il y a justement une guerre qui est supposée faite au nom de Dieu ou un autre idéal. Est-ce que face à ces gens-là, on se sent un peu désarmé? Enfin, l'action humaine, elle devient un peu inutile. Elle ne porte pas. Moi, je pense qu'il y a un croisement entre une réalité individuelle, justement, et un discours qui invite les jeunes à une situation qui peut paraître pour lui comme une réponse. Nous, on travaille justement sur la situation individuelle et on développe un discours positif qui, justement, peut croiser justement ou qui peut justement arrêter le discours de radicalisation. Parce que moi je dis toujours, on ne peut plus laisser la place vide justement devant justement un discours de radicalisation. On devrait, nous en tant que parents, en tant qu'intervenants et même en tant que communauté, justement à travailler sur un discours positif pour nos jeunes, pour leur dire que ça c'est pas la solution. Si vous vivez par exemple une situation d'échec ou c'est ça.
Moi, je trouve que le travail, c'est comme un vaccin pour des gens, des jeunes qui peuvent être vulnérables à ce genre de discours. Alors, notre travail, mon travail à moi au quotidien, c'est comment je peux justement donner des vaccins à des jeunes qui peuvent être justement dans une situation d'échec, ils peuvent devenir vulnérables et derrière un écran, il y a quelqu'un qui va profiter de cette situation pour leur dire « Venez ici, vous êtes mieux appréciés et vous avez une autre vie après la mort. » Leur injecter des anticorps Exactement. Contre ces phénomènes de radicalisation. Je voudrais parler d'un phénomène que moi personnellement j'ai constaté au sein de la communauté et notamment chez les jeunes. C'est celui un peu d'une certaine misogynie par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes filles, etc. Donc c'est comme si on reproduisait une certaine dominance masculine dans certaines sphères, etc. Et malgré le fait qu'on soit ici, comme on dit, avec les valeurs démocratiques et tout cela, mais on est en train de reproduire ce discours-là. On voit par exemple les parents qui, comme vous l'avez dit, qui laissent sans surveillance un garçon dans un parc jusqu'à 1h du matin, jusqu'à minuit, jusqu'à 2h du matin, mais les parents sont beaucoup plus stricts avec leur fille. Le genre d'activité auquel participent les jeunes garçons et les jeunes d'activité pour les filles n'est pas le même. Est-ce que justement ce genre de double discours, il n'envoie pas un message aux jeunes garçons pour leur dire que vous êtes destinés à autre chose, à un autre rôle dans la vie, celui de défendre justement l'honneur de la tribu ou de la nation au lieu de... Est-ce qu'on ne devrait pas travailler justement aussi le discours sur ce niveau-là? Nous, souvent, on travaille avec des parents pour comprendre la relation entre les parents, justement, et leurs enfants. Quand on arrive à l'âge, justement, à partir de 12 ans, 13 ans, nous, on a tendance, comme parents, spécialement pour les garçons, à dire qu'ils sont autonomes. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. Alors que souvent, on dit aux parents, vos enfants, y compris les garçons, ont toujours besoin de vous, de votre protection, et à développer une relation de confiance avec les jeunes. Parce que oui, un enfant... Ça, c'est très important. Exactement. Parce que le jeune, justement, moi je dis toujours, un jeune qui est valorisé, qui est équilibré et qui est occupé n'aura jamais de problèmes. Donc, quand je dis équilibré, ça veut dire un enfant qui comprend très bien les valeurs qui sont comme un héritage par rapport à ses parents, qui va justement partager avec les autres à l'extérieur. Un enfant qui est équilibré, ça veut dire il sait que il n'a pas besoin de jouer à chaque fois à une certaine hypocrisie, parce que quand on a organisé des rencontres avec les parents, souvent les jeunes disent que pour satisfaire les parents, on est obligé d'être hypocrite parfois et dire que oui, on est convaincu par rapport à leur discours, on essaie d'être correct devant eux, mais quand on est à l'extérieur, on fait ce qu'on veut. Alors que ce n'est pas ça qu'on veut de nos enfants. Ce qu'on veut de nos enfants, c'est qu'on va leur donner des outils que même quand ils sont à l'extérieur, ils peuvent les utiliser pour rester justement dans ces valeurs-là et pour réussir. Alors nous, souvent, on travaille plus sur les parents pour leur dire « Attention, il y a toujours un danger et vous ne pouvez pas mener ces discours et dire à un jeune que non, vous êtes un garçon, vous pouvez traîner tard la nuit, vous pouvez traîner avec n'importe qui. » Non, il faut qu'on garde l'œil sur nos enfants parce qu'un garçon, quand il est tout seul, quand il est souvent à l'extérieur, il est vulnérable. Et exactement. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tenir le devant de la scène, mais se cacher peut-être derrière les rideaux pour mieux. C'est parce que le jeune, dans cet âge-là, oui, il a une certaine fréquentation, mais il faut qu'il s'occupe, il faut qu'il ait une occupation. Et là, je parle toujours des activités préscolaires. Le jeune, quand il est à l'école, parfois il est à l'école, d'accord, il est dans un cadre, mais quand il sort de l'école, c'est là où on devrait faire attention. Quand un enfant sort de l'école, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il est inscrit dans un club de gym, un club de soccer? Est-ce qu'il fréquente un organisme comme le Forum ou autre? Oui, et il faut qu'il ait une préoccupation qui valorise justement la personne et qui lui montre différentes ressources. Parce qu'il y a aussi, moi je rencontre parfois des phénomènes des jeunes qui atteignent un certain âge, par exemple comme 16 ans, mais ils veulent travailler pendant l'été parce qu'ils ont besoin d'une autonomie financière. Et ils ont besoin par exemple d'avoir des stages. Ils ont besoin, ça c'est un travail aussi à faire par rapport aux jeunes, tous les jeunes de la communauté maghrébine aussi, parce que quand ils commencent à rencontrer des problèmes dans leur premier pas dans justement cette autonomie, c'est là qu'ils vont aller vers d'autres lieux.
Là, vous travaillez dans un quartier qui est problématique et la tendance à devenir aussi un peu multiethnique. C'est-à-dire, il y a aussi les Maghrébins, la communauté haïtienne, il y a italienne, latino. C'est ça, vous êtes voisin aussi avec pratiquement, on n'est pas très loin des parcs d'extension et tout ça. Exactement. C'est tout l'arrondissement, oui. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué que les jeunes construisent des pans et enfin ils ne reconnaissent plus ces frontières d'ethnicité, etc. Ou bien est-ce qu'on continue à se regrouper selon l'appartenance ethnique et culturelle, etc. Moi, j'ai dit toujours aux jeunes, on peut avoir plusieurs appartenances. Vous savez, je suis Mohamed Nourdine, papa de 2 enfants. Je suis aussi Mohamed, intervenant dans le Forum Jeunesse. Je suis aussi l'ami de X, Y et Z. Rien n'empêche à un jeune d'être avec des amis qui viennent de la même communauté pour parler la langue, pour manger ensemble. Mais moi, j'encourage beaucoup les jeunes justement à justement partager ce qu'on aime avec d'autres justement communautés, parce qu'il y a une certaine fierté justement quand on vient d'une certaine communauté et qu'on la partage avec d'autres personnes. Ils vivent ici au Canada, les parents devraient être certains que nos enfants ne seront jamais nous, ils vont jamais nous ressembler. Et eux, moi je travaille sur un jeune pour qu'il garde ses valeurs à l'intérieur de la maison, qu'il les partage avec les autres, mais qu'il réussit comme un Québécois, comme un Canadien. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les Maghrébins ont un groupe criminalisé ou criminel, comme on pourrait le qualifier de gang de rue? C'est-à-dire qu'il serait lui aussi organisé que ce qui existe de l'autre côté? Non, la communauté haïtienne. À ma connaissance, non. À ma connaissance, que oui, et on a vu une réaction des jeunes quand il y a eu le décès des 2 Maghrébins récemment, il y a un an. Et justement, ils ont voulu justement venger leurs camarades qui pensaient qu'ils n'étaient pas vraiment impliqués dans les gangs de rue. Mais on a réussi, avec d'autres personnes de la communauté, de dire aux jeunes, vous pouvez créer par exemple une fondation au nom de ces victimes et justement associer leur nom à des activités de bienfaisance pour justement honorer ces jeunes-là. Donc, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas... Peut-être à titre individuel, oui, ces gens-là donc seraient à l'intérieur des gangs de rue, mais en tant que gang de rue composé strictement de Maghrébins... Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, mais moi je dis, ce genre de situation, ça ne concerne pas qu'une communauté qu'une autre communauté. C'est l'individu lui-même. S'il est dans une situation de vulnérabilité, d'échec, il peut aller vers d'autres groupes, ça c'est sûr et certain. Pas une question d'ethnie ou d'origine. Est-ce qu'il vous arrive comme ça de faire des rencontres avec les parents pour justement essayer de comprendre ces problématiques-là, comme vous le soulignez, de laisser des jeunes comme ça, tout seuls, sans surveillance, parce qu'il semble que le travail doit se faire aussi avec les parents. On a beau pas s'adresser aux jeunes, si les parents ne sont pas là, ils ne coopèrent pas, le résultat, il semble qu'il est un peu comme... c'est sûr, à travers d'autres organismes, on a participé dans des soirées spéciales pour justement parler de la relation entre les parents et les jeunes, justement. Et on a invité des parents de différentes communautés. Mais aussi, on a participé, par exemple, dans une rencontre spéciale qu'on a organisée justement dans une mosquée ici à Saint-Léonard. Et on a invité justement et les parents et les jeunes à une rencontre à l'occasion de la création de cette fondation qui a honoré les deux victimes. Et justement pour dire, est-ce qu'on peut avoir un dialogue entre les parents et les jeunes pour savoir comment justement réfléchissent les uns et les autres. Et à travers des intervenants, à travers l'avis des jeunes et des parents, on a réalisé que oui, on a une problématique. On a une problématique entre les jeunes maghrébins, qui soient nés ici ou qui ont grandi ici, et les parents justement de la première génération. Et souvent, on a un problème dans la communauté où les parents ne se parlent pas, qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants. Chacun, il garde la face pour dire non, moi, mon enfant, il est correct, il n'a aucun problème. Alors que c'est faux. Alors c'est faux. Pratiquement tous les parents, ils ont des problèmes à des degrés différents avec leurs enfants. Si on veut justement régler ce genre de situation,
Il faut que les parents s'organisent, justement, parlent entre eux et invitent justement les jeunes à des espaces de rencontre et de dialogue. Est-ce que la ghettoisation, comme on est en train de le voir maintenant avec le petit Maghreb et tout ça, est-ce que le fait de se regrouper comme ça dans un seul endroit, enfin dans des limites géographiques bien définies, bien tracées, est-ce que ça accentue ce phénomène justement d'appartenir à un groupe, etc., de vouloir s'organiser autour de son ethnie, d'entendre une forme de pensée unique, d'un seul discours est-ce que le danger, justement, n'est pas dans la ghettoisation? Non, non, il n'y a pas une ghettoisation. Parfois, on a besoin d'utiliser les moyens efficaces pour justement avoir plus de monde. C'est quand on a organisé cette rencontre dans une mosquée, par exemple, l'idée c'est justement d'ouvrir justement les centres qu'on appelle entre parenthèses les centres communautaires ou qui sont en vrai des mosquées à jouer un autre rôle que le rôle juste d'un espace de prière. Pourquoi ne pas faire justement la rencontre dans un centre communautaire plutôt que dans une mosquée? Pourquoi? Parce que les parents, on les a plus trouvés dans des mosquées que dans un centre communautaire. J'ai déjà invité des parents d'origine maghrébine à des rencontres qui est organisées par exemple par un centre avec un centre d'emploi mais ils n'étaient pas là. J'avais pas beaucoup de monde. Donc les mosquées pour nous restent incontournables. Restent incontournables. Ils peuvent jouer aussi le rôle d'un vrai centre communautaire où justement il va jouer le rôle d'une salle de prière, mais il peut aussi jouer un rôle qui est censé jouer à un centre communautaire. Le font-ils? Malheureusement, pas beaucoup. Mais justement, on essaye avec d'autres personnes, justement, d'ouvrir justement les mosquées vers un rôle, justement, parce qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à la communauté, par rapport aux jeunes et par rapport aux parents. Est-ce que vous avez pris attache comme ça, et contact avec des mosquées pour justement les amener à jouer ce rôle de j'ai déjà à chaque fois qu'on a l'occasion, par exemple, à parler à des imams ou parler à des responsables justement de mosquées, on essaie de les convaincre d'ouvrir justement les mosquées, non seulement sur les jeunes et sur la communauté maghrébine, mais même sur les autres communautés. Parce qu'en parallèle à un discours justement parfois qui fait peur d'un musulman, justement, on vit dans une société qui est très ouverte, et nous aussi on peut jouer ce rôle-là et ouvrir nos mosquées et nos traditions et notre culture sur les autres, et les inviter à voir comment justement on peut pratiquer par exemple sa religion sans avoir faire peur justement à travers des médias. Est-ce que vous avez senti un peu une réaction positive chez les imams? Oui, par exemple, ce qu'on a organisé la dernière fois dans une mosquée sur Jean Talon, justement il y avait une volonté d'ouvrir justement la mosquée et de jouer un rôle positif comme un centre communautaire. Il y avait des femmes qui étaient dans une salle, il y avait des hommes qui étaient dans une autre. On a invité des non-musulmans dans la rencontre, on a invité des chercheurs, on a invité des intervenants, et tout le monde était là pour justement partager, pour écouter, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un problème entre les parents et les jeunes. Le travail que vous faites est un travail salutaire, extraordinaire, mais le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et là-dessus, vous avez besoin de l'aide des différents paliers de gouvernement, etc. Est-ce que cette aide-là, vous l'avez, vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a réellement un intérêt pour la chose? Malheureusement, on vit dans une période d'austérité où tous les organismes, justement, qui travaillent dans le domaine des jeunes ou d'autres domaines, vivent une réalité d'austérité et justement manque de budget. Le Forum Jeunesse, par exemple, de Saint-Michel, a vécu, par exemple, l'été dernier, son budget. Donc, on est resté dans le forum et on a travaillé bénévolement pour justement garder le forum. Et parce qu'il y avait une volonté de l'équipe, il y avait une volonté des membres de notre conseil d'administration, il y avait une volonté des jeunes qui voulaient que le forum continue. Et à l'aide des partenaires et de la ville, on a réussi à avoir un budget pour continuer le projet. Mais oui, des organismes comme le Forum Jeunesse et d'autres organismes vivent justement une situation de précarité et d'austérité. Et je pense que ce n'est pas la bonne réponse si on veut vraiment trouver des solutions à des phénomènes les phénomènes de jeunes et de décrochage, par exemple. Oui, on ne peut pas répondre à ce genre de situation avec des mesures d'austérité, ça ne fait qu'accentuer la chose. Exactement. Est-ce que vous travaillez avec les politiciens? Est-ce que les députés,
les maires, les mairesses et tout ça, est-ce que vous les voyez? Exactement. Nous, souvent, on est membre dans des tables de concertation, mais aussi on invite justement les élus à rencontrer les jeunes. C'est une façon aussi de travailler avec les jeunes pour leur faire connaître leurs élus, mais aussi de leur permettre de prendre la parole et poser les questions à des élus. On a déjà visité l'Assemblée nationale avec des jeunes, on a déjà visité le conseil de l'hôtel de ville, l'hôtel de l'arrondissement. Et oui, on invite même parfois les élus quand on organise des soirées de reconnaissance des bénévoles ou des soirées pour les jeunes. Et on a toujours ce contact avec les élus pour leur faire, déjà pour les sensibiliser aux causes des jeunes, mais aussi pour montrer aux jeunes quand même qu'ils ont un accès facile à leurs élus. Et à Saint-Michel, on a cette réalité. On a un accès facile à nos élus. Très bien. Monsieur Mohamed Memoun, merci beaucoup. Merci Ça a à été très intéressant, très édifiant. C'était un éclairage extraordinaire sur des réalités que nous connaissions déjà, mais peut-être un peu de loin ou à travers les médias. Et ça a été très intéressant d'entendre quelqu'un qui est bien au fait et qui est très impliqué sur une base quotidienne avec ce genre de problématiques. Donc je vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Et surtout de la résilience et de la persévérance en ces moments de vache maigre, parce que l'austérité, je ne pense pas que ça va se terminer cette année ni l'année prochaine. Donc ça va être un peu encore walk and roll pendant quelques années. Exactement. Mais c'est justement avec l'implication des gens comme vous que ces choses-là peuvent être réalisées. Et les choses qui peuvent être réalisées ne peuvent être faites que par des gens qui ont des convictions. Et là, les convictions, ça coûte encore beaucoup plus cher que tout l'argent du monde. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre ou une autre invité. D'ici là, eh bien, restez fidèles à Radio de l'Institut de Montréal ici à Montréal et à la prochaine.